Bonjour à tous. Ouais, c'est bon. Donc, je vais commencer cette session de présentation avec un sujet portant sur l'identification de fermetures au sein des services d'urgence, et ce, à l'aide des bases de données urgences, et notamment les résumés de passage aux urgences. Donc tout d'abord, pour recontextualiser, évidemment la fermeture c'est un sujet d'actualité. On l'a vu notamment au cours de l'année 2023, ça a beaucoup impacté les structures de médecine d'urgence, avec un accès aux services qui peut être mis sous tension. On a, pour l'illustrer notamment, des quelques chiffres présentés là qui remontent de notre enquête sur les effectifs postés aux urgences. On peut voir notamment que sur 70% des établissements ayant répondu dans notre région, on a eu une réorientation à l'accueil du service des urgences. Donc c'est bien le marqueur d'une réorganisation au sein de l'accueil des urgences. Donc pour rentrer un peu plus dans notre sujet, qu'est-ce qu'une fermeture finalement ? Puisque ça a été déjà l'objectif premier de nos travaux, ça a été vraiment de définir cette notion de fermeture. Et on a identifié différentes situations de fermeture au sein des services d'urgence. Donc le fait de n'avoir aucun passage et donc d'avoir une porte des services d'urgence qui est fermée de manière fonctionnelle. Des passages qui peuvent être régulés avec un accès qui va se faire via une régulation SAMU. Et enfin, un troisième cas qui sont les passages filtrés, avec donc une porte du service d'urgence qui reste ouverte, mais une réorientation assez importante des patients. Et donc l'objectif des travaux qui ont été portés par l'ORU au sein de notre région, ça a été d'utiliser ces fameux résumés de passage aux urgences pour essayer de trouver une méthode permettant d'identifier ces situations dites de fermeture. Donc, comme l'a rappelé Abdeslam, pour les trois présentations qui suivent, enfin les deux qui suivent et la mienne, pardon, nous allons comparer des résultats sur deux établissements de notre région. À savoir que sur ces deux établissements, nous avions l'information sur les fermetures ou du moins les modifications d'accès qui ont été réalisées. Pour vous les présenter, je pense que du coup, les deux prochaines présentations passeront moins de temps. Donc, le premier établissement, on est sur une activité qui est de l'ordre de entre 35 et 40 000 passages. On nous a mis un chiffre de 2019 puisque c'est le plus parlant. C'est avant qu'il y ait beaucoup de modifications de l'activité, notamment Covid, et là sur ces fermetures. Mais vous voyez qu'on est à un peu plus de 37 000 sur l'année 2023. On est sur une zone qui est plutôt rurale, avec une densité de population relativement faible, et un bassin sanitaire qu'on a défini comme étant la zone dans laquelle l'hôpital va drainer une patientèle, qui est plutôt étendue, puisque de l'ordre de 280 communes. Sur les caractéristiques de l'établissement, on est sur un établissement public qui dispose d'un service de gériatrie, qui n'a pas par contre de psy ni de pédiatrie au sein du service. Il est siège de SAMU avec un SMUR mutualisé, donc vous pouvez voir les effectifs postés sur ce SMUR. Et enfin, les effectifs aux urgences, donc on est sur 2 ETP médecins H24, plus un ETP de médecin H12 et un ETP sur l'UHCD. L'établissement B, c'est un plus petit établissement puisqu'on a un nombre de passages qui est de l'ordre de un peu plus de 20 000 passages. Le bassin sanitaire, donc, il est un petit peu moins rural. Vous voyez qu'on a une densité un peu supérieure, mais on reste sur des zones qui sont quand même pas fortement peuplées. Avec un bassin sanitaire qui est beaucoup moins étendu. Donc là aussi, un établissement public, les mêmes caractéristiques, donc de la gériatrie, pas de psy, pas de pédia. Un SMUR mutualisé avec donc une équipe H24 sur le SMUR et donc un ETP médecin H24 OSU et un ETP médecin jour sur l'UHCD. Donc le premier objectif, la première définition, c'était essayer de mesurer la fermeture, donc la discontinuité, c'est-à-dire aucun passage. Pour cela, on a utilisé la méthode qui a été développée par la DGOS et qui utilise les RPU afin d'identifier le nombre de jours de discontinuité. Donc, ces jours de discontinuité, ça prend en compte le nombre de jours sans RPU sur une journée complète, donc entre minuit et 23h59, mais également le nombre de nuits sans RPU la veille et le lendemain, et enfin une estimation du nombre de nuits donc théoriques sans RPU.
Et voilà les résultats sur les 2 établissements sélectionnés. Donc le premier, vous pouvez voir qu'on a eu 0,5 jours de discontinuité sur l'année 2023. Sur le second établissement, on avait 4 jours de discontinuité sur l'année 2023 quand on applique cette méthode. Ce dont on se rend compte, c'est que la méthode, elle est pertinente, elle fonctionne, mais finalement, quand on discutait avec les professionnels du réseau, c'était pas forcément ce qui était entendu quand on parlait de fermeture. Il y avait vraiment un décalage entre ce terme de discontinuité et le ressenti sur la notion de fermeture. Donc on a essayé de développer une autre méthode, tout en utilisant les RPU, pour essayer d'identifier cette variation d'activité. Et donc pour cela, on a essayé de regarder en fait la variation du nombre de RPU par rapport à l'activité habituelle, et donc d'essayer d'identifier finalement nos événements inhabituels. Pour cela, on a comparé donc les valeurs observées aux valeurs attendues. On a fait la moyenne des RPU de 2019 à 2022. On a corrigé toutes les données par le jour de la semaine et la tendance annuelle. On a enlevé la donnée sur l'année Covid. Et on a lissé par la méthode des moyennes mobiles qui nous a permis de voir un peu de voir les événements inhabituels. Et ensuite, on a sélectionné un seuil de détection, puisqu'il faut bien établir un seuil pour nous dire tiens, ça c'est inhabituel et ça c'est la normalité. Donc on a mis à moins 20% du nombre attendu de passages. Le seul prérequis pour cette méthode, c'était de connaître nos jours de filtrage ou de régulation dans nos services d'urgence. Donc on l'a testé sur certains services pour lesquels on avait cette information. Et donc notamment nos 2 fameux établissements. Donc sur l'établissement A, donc là, ça représente, la courbe représente en noir le nombre de passages. En vert, en bas, vous avez les points sur les jours connus de fermeture, ou du moins de régulation filtrage. Et ensuite, vous avez donc ces fameuses moyennes mobiles qui nous permettent d'identifier, qui sont notre seuil, qui nous permet d'identifier les jours inhabituels. Donc notre moyenne mobile à moins 20%. Quand on regarde, on voit que les pics qui vont vers le bas sont assez liés avec ces fameux points verts. Donc on a vraiment un lien entre les deux et on a l'impression donc que la méthode détecte bien les jours. Sur l'établissement B, alors là c'est encore plus net. Donc c'est sur la partie droite. Je reviendrai sur le pic à gauche plus tard. Donc vous voyez bien que là aussi, on détecte bien ces fameux jours où on a une baisse de l'activité. Quand on regarde un petit peu le profil des patients ayant consulté dans les services d'urgence sur cette période, donc on a comparé finalement notre activité sur les jours connus comme étant en période ouverte et sur les jours étant connus comme étant en période fermée, c'est-à-dire régulée, filtrée. Donc sur l'établissement A, on peut voir qu'il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes en termes de transport, où on a une proportion de patients venant avec leur véhicule personnel qui peut être faible. Par contre, à l'inverse, une proportion de patients venant en SMUR qui est plus importante. On a des patients qui sont plus hospitalisés, qui sont plus réorientés, donc ça confirme bien cette notion de réorientation à l'arrivée aux urgences, et des durées de passage qui sont plus courtes. Ça, c'est sur l'établissement A. Et sur l'établissement B, on a la même logique, avec des durées de passage qui sont encore plus courtes, puisque là, certainement, qu'on a eu vraiment une réorientation encore plus importante. Donc voilà, pour résumer un peu ces résultats, c'est ce que je vous disais, on a des modes d'arrivée qui sont quand même très marqués sur le profil des patients sur les jours de fermeture, un taux d'hospit qui est plus élevé, donc qui est bien le signe certainement d'une régulation et de patients qui sont plus graves, et également donc une réorientation avec un filtrage plus important. En termes d'efficacité d'évaluation de cette méthode, on se rend compte que le nombre de RPU n'est jamais nul finalement sur notre région, et il ne l'est pas souvent, et notamment dans le cadre d'une régulation ou de filtrage, et ce qui est logique, donc ça nous permet de détecter ça. Sur l'ensemble des SU qu'on a testés, donc pas que les 2 établissements, on a 75% des fermetures qui sont détectées, donc on peut se dire qu'on a quand même un outil qui est efficace. Et les quelques faux positifs qui sont détectés sont certainement dus à des fermetures non connues, parce qu'on le sait, on n'est pas pleinement non plus exhaustif dans cette donnée remontée. Pour conclure, donc, ce qu'il faut retenir des 2 méthodes finalement, celle sur la mesure de la discontinuité,
En effet, il vaut mieux préférer le terme de discontinuité et non de fermeture, puisque c'est bien le reflet de l'activité et de la remontée des RPU, puisqu'on n'a plus aucun RPU. Cette méthode, elle permet plutôt finalement d'évaluer la qualité des RPU peut-être que vraiment la fermeture, puisqu'on se rend compte que la fermeture, c'est plutôt une variation de l'activité. Et elle est d'autant plus difficile à tester dans notre région qu'on a eu peu de discontinuité sur l'année 2023. Pour ce qui est de la mesure des passages filtrés réguliers, on n'a pas de détection systématique puisqu'on évalue par rapport à l'attendu. Donc on peut avoir des faux positifs ou à l'inverse un manque d'identification des cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les RPU, c'est bien une base de données qui nous permet de détecter ces situations de tension et de variation de l'activité. Pourquoi c'est difficile quand même, malgré tout, d'essayer de détecter ces situations ? C'est qu'en fait, les situations dites de fermeture, elles peuvent prendre des formes très variables. Et là, vous avez notamment l'exemple d'un établissement de notre région qui va être fermé de 17h à 8h, pour lequel les urgences pédiatriques, médicales et obstétricales restent tout de même ouvertes 24/24. On a une prise en charge des urgences traumatiques qui est bien spécifique avec des cas pris en charge et d'autres non. Et une orientation qui est déjà organisée sur 6 CH en particulier. Donc pourquoi prendre cet exemple ? C'est pour vous montrer qu'en fait, même quand on essaye d'appliquer au mieux la méthode, on ne peut pas faire du cas par cas, et donc comme là, on est fermé de 17h à 8h, sur d'autres on va être fermé de 18h à 8h, sur d'autres de 20h à 8h, enfin voilà. Donc c'est vrai que finalement, même si on essaye d'évaluer l'attendu, on peut avoir des variations et ça peut rendre la méthode complexe. Et donc, dernière diapo, pour essayer d'améliorer tout ça, on a quand même des pistes et on va essayer de les appliquer. Ça serait d'explorer plutôt une variation de l'activité en se basant sur la réorientation des patients. Donc vraiment regarder que les patients réorientés directement à l'arrivée pour réappliquer notre méthode. On pourrait également aussi s'intéresser aux spécialités qui ne sont pas concernées par la fermeture, par exemple l'accueil pédiatrique, ophtalmo ou dentaire. Et aussi, il pourrait y avoir une méthode qui pourrait s'intéresser à des pathologies traceuses et qui nous permettrait de voir à partir de ces pathologies traceuses si notre activité s'éloigne ou non de l'attendu. En tout cas, oui, je le redis, les RPU fonctionnent très bien normalement pour identifier les fermetures.